Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission sur la brèche. Sur la brèche ce soir, Monsieur Alexandre Sankara, ancien député à l'Assemblée nationale, vice-président du PUR, Progressistes Unis pour le Renouveau, c'est un parti politique, inspecteur des impôts, spécialiste des questions de fiscalité, de formation. Bonsoir, Monsieur Sankara. Bonsoir, Emmanuel. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, on va entrer tout de suite dans les questions d'actualité. Actualité marquée, bien sûr, par le coup d'État du 24 janvier donc, 2022 et l'avènement du MPSR, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Alors, ce coup d'État, déjà, M. Sankara, beaucoup disent qu'ils n'ont pas été surpris. Certains estiment que c'était pratiquement la chose peut-être qu'ils attendaient. Est-ce que vous faites partie de ce camp-là, de ceux qui n'étaient pas surpris, ou est-ce que vous faites partie de ceux qui pensaient que ça ne pouvait plus nous arriver? Bon, n'était surpris ou pas, vous savez, c'est trop facile après coup de dire qu'on n'était pas surpris, mais bon, parce que ce qui est certain, c'est que il y avait un malaise quand même. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Il y avait un malaise. Et puis, quand tu discutais avec les gens, il y a une phrase qui revenait de façon permanente et perpétuelle. Est-ce que le président Roch va terminer son mandat? C'était partout dans les gargotes, dans les thés, dans les services, partout. Quand tu discutais avec les gens, c'est ça qui revenait. Pourquoi cette interrogation? Parce que la crise sécuritaire avait atteint un niveau tel que les gens se disaient qu'on n'allait plus continuer comme ça. Donc, vu sous cet angle, peut-être qu'on peut, a priori, aujourd'hui, dire que on n'était pas tellement surpris de ce qui allait arriver. Comment en est-on arrivé là? Parce que quand même, nous avions un président confortablement réélu en 2020, avec une majorité qui était assez large. Parce que, souvenons-nous donc que l'ancien chef de file de l'opposition de l'UPC avait rejoint également la majorité. Donc, on pouvait quand même estimer avoir une base politique solide pour avoir voilà, des résultats. Il y avait même deux chefs de file à la majorité, le premier chef de file et le deuxième, notamment Ahmed Sankara et Zéphirin Diabré. Non, il faut dire que il faut aller chercher les causes très, très, très loin. Et c'est lié certainement à notre système ou nos méthodes d'évolution du pouvoir. Vous savez, les élections au Burkina et de façon générale en Afrique, on sait ce que c'est. C'est comme un peu, les gens élisent des responsables, des présidents, des députés, des conseillers, des maires, mais ils se réveillent après pour se demander, mais est-ce que c'est nous qui les avons élus? C'est un peu ça. Pour dire que nos systèmes électoraux ne sont pas à point. Et quand on est élu sur la base de la corruption électorale, parce qu'il faut avoir le courage de le dire, l'argent a une prééminence très forte dans nos élections. Moi, je disais après les élections de 2020, de 2021, qu'il fallait avoir le courage de démonétariser notre démocratie, parce qu'elle s'est trop monétarisée. C'est-à-dire l'argent joue un très grand rôle, de telle sorte que ce ne sont pas les programmes, les projets de société, les visions de développement qui sont présentés, qui sont choisis par les populations, mais beaucoup plus d'autres facteurs, notamment l'argent. On ne cherche pas à savoir si les candidats il est à mesure de nous sortir des difficultés. Si le parti est en mesure de diriger le pays, non, on ne cherche pas à savoir ça. On vote les gens parce que, bon, voilà, il y a l'argent. L'espace d'une élection, c'est comme si il y avait une espèce de voile qui enveloppait les citoyens. Et après, on se réveille, on dit, bon, non, on n'est pas d'accord. Or, c'est nous qui les avons élus. Donc, il faut forcément qu'on revoie le mode de dévolution du pouvoir. Le système démocratique tel que nous l'avons copié de l'Occident n'est pas du tout adapté à nos réalités sur le terrain. Donc, du coup, mais est-ce qu'on a des plans B? Est-ce qu'il y a des modèles aujourd'hui dont on peut s'inspirer, par exemple? Il faut que nous, au Burkina Faso, nous
inventions notre propre système. Il faut que nous adaptions, nous trouvions des modes de dévolution du pouvoir qui soient adaptés à nos réalités, à nos besoins, de telle sorte que, bon, si on désigne des gens pour diriger le pays, que ces gens-là, en tout cas, on ne peut pas dire qu'ils soient au-dessus de tout soupçon, mais quand même qu'après, on ne constate pas, parce que comme vous l'avez dit, quelques mois après, le président Roch a été élu avec presque 58% des voix, et bon, patatras, voilà, ça ne marche pas. Donc, il y a véritablement un problème, et quand vous remarquez, c'est un peu partout comme ça, en Afrique de l'Ouest, au Mali, c'est le cas, Ibeka avait été élu pratiquement avec le même score. Alpha Condé de la Guinée, ça c'était un score même à la soviétique, etc., etc. Bon, maintenant, ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il faut qu'on a encore besoin de revoir donc, nos systèmes démocratiques. Alors, ce que les gens aussi dénoncent et ce que beaucoup ne comprennent pas, c'était peut-être ce qu'on pourrait qualifier d'immobilisme, parce qu'on avait une situation qui était là, la situation sécuritaire bien sûr, mais au-delà, certains accusent l'ancien président de n'avoir pas gouverné, de n'avoir pas su, à un certain moment peut-être, durcir le ton, devenir le chef militaire que les Burkinabés voulaient. Pour vous, comment on peut expliquer cette situation? Parce qu'on est là, les problèmes viennent, la vague est en train de nous tomber dessus, mais voilà, comme une léthargie générale. Oui, c'était véritablement le principal reproche qu'on faisait au président. Trop de mollesse, absence de fermeté. Quelqu'un l'a dit sur un plateau, à la limite, il ingouverne. C'est-à-dire que, bon, donc, à tel point que les problèmes se sont accumulés, les problèmes de gouvernance, les gens ont dénoncé, même autour de lui, mais il n'y a pas eu véritablement de réaction. Au plan sécuritaire, bon, il y a eu de façon timide, hein. Au départ, on a faim d'ignorer ou de minimiser le problème. Et voilà, ça s'est amplifié. Et au fur et à mesure que les choses s'aggravaient, on ne sentait pas qu'il y avait une réponse énergique et énergétique contre le phénomène. Bon, on est resté comme ça dans la mollesse. Et cette mollesse-là, ça s'observait sur tous les plans. Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est la personnalité? Je pense. Du président? Je pense que c'est la personnalité du président qui explique ça. Mais il y a aussi... vous savez, le leader, c'est celui qui déteint sur l'équipe. Quand vous n'avez pas un leader qui est capable de, voilà, d'impulser de l'énergie et la vision sur le reste de l'équipe, à la longue, le reste de l'équipe aussi finit par emboîter le pas du leader. Moi, je pense que c'est la personnalité de Roch qui a fait défaut. C'est vrai, tout le monde dit que c'est un homme bien, qui ne veut pas faire du mal à quelqu'un, mais on ne gouverne pas un pays avec beaucoup de mollesse. M. Sankara, il y a eu également quand même le déroulement voilà, de ce coup d'État. Depuis donc pratiquement le 22, ça a commencé par bien sûr ces mutineries dans quelques casernes le dimanche 23 et puis bon finalement le 24 on se réveille et tout était plié pratiquement. C'était tellement simple que beaucoup disent que c'était déconcertant. Bah, oui, c'est vrai que ça étonnait, hein, la facilité avec laquelle les choses, les jeunes soldats ont réussi à faire leur coup d'État. À la limite, quelques rafales de gauche à droite, mais on n'a pas assisté à une opposition véritable, même de la garde rapprochée du chef de l'État. C'est vrai, ses véhicules ont été criblés de balles, bon, mais en tout cas, ça étonne. Est-ce à dire que il y avait beaucoup de complicité à l'interne, jusque même au sein de son cercle le plus fermé. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, le constat est que bon, il y a eu une facilité déconcertante avec laquelle ce coup d'État a eu lieu. Parce que bon, les gens, c'est un coup d'État quand même qui a duré 2 jours, ce qui est extrêmement rare. Généralement, quand on vous laissait un petit répit au pouvoir, il se réorganise rapidement pour aller à la contre-attaque. On a vu ce qui s'est passé en Guinée-Bissau. Mais ici, il y a eu 2 jours. Bon, il n'y a pas eu de contre-attaque, ni politique, ni militaire. Donc voilà, ceux qui ont
engagé leur affaire, se sont dit, mais bon, on y va. Parce qu'ils ont l'impression que c'est ce que tout le monde attendait finalement. Oui, ça donne cette impression parce qu'avec l'accueil avec lequel les gens ont accueilli ça, bon, ça montre que, bon, à quelque part, tout le monde attendait, dit, bon, voilà, si ça doit nous permettre de sortir de cette situation, bon, allez, éjecta, comme on dit. Finalement, est-ce que vous pensez que c'est un événement salvateur finalement? Bon, vous savez, moi, je suis dubitatif sur les coups d'État. Dès les premiers moments, un groupe de 5 partis ont fait une déclaration dans le pur pour condamner sans embâche le coup d'État. Parce que, quoi qu'on dise, un coup d'État, c'est toujours un recul en termes de démocratie, en termes de liberté, etc. Bon, maintenant, après, on regarde véritablement où maintenant les pistes de sortie. Voilà. Donc, est-ce que c'est une solution? Bon, wait and see, on verra. Parce que moi, j'ai dit, d'abord, il n'y a pas de chèque en blanc qu'on va donner au MPSR. Ensuite, il n'y aura pas d'état de grâce. J'ai dit qu'ils ont fait le coup d'État en indexant très clairement la question sécuritaire. Alors, est-ce que vous avez été surpris de l'approbation populaire? Non. En toute honnêteté, non, on n'a pas été surpris. On a vu ces manifestations de joie, d'enthousiasme. Oui, on n'a pas été surpris. Ce qui a surpris peut-être, c'est l'attitude du parti au pouvoir. Voilà, il y a eu une quasi absence de réaction qui peut-être dénote aussi qu'en leur sein, il n'y a pas eu toujours l'unanimité sur certaines questions. Beaucoup s'inquiétaient dès les premiers moments sur le sort du président, mais très rapidement, le MPSR a montré des images, en tout cas du président. La délégation de la CEDEAO a eu accès à l'ancien président également, et ces premières images ont rassuré vraiment plus d'un sur l'état de santé du président Kaboré. Alors ça, est-ce que c'est un aspect également? Quelle est la lecture que vous avez? Parce qu'on a l'impression que c'est un coup d'État quand même qui a tenu compte, qui a pris toutes les dispositions pour éviter également qu'il y ait voilà, des morts. Oui, ça, il faut... Et préserver non seulement l'intégrité, mais l'impression qu'on a également, c'est qu'il y a quand même de la retenue dans le discours du MPSR. Oui, ça, il faut le noter, le saluer. D'abord, dans les actes, il n'y a pas eu de brutalité exagérée, comme on a l'habitude de le constater lors des coups d'État, parce que le Burkina n'est pas étranger, nous on est très familiers au coup d'État. D'habitude, d'habitude, ça ne se passe pas comme ça. Mais cette fois-ci, quand même, hormis l'épisode des tirs de balles sur le cortège du président, bon, je crois qu'il n'y a pas eu de la violence physique. Et ça, c'est déjà un bon signe. Moi, je mets ça, en tout cas, sur le crédit des militaires. Deuxièmement, comme tu l'as dit, dans les discours, on a senti vraiment un discours d'apaisement, pas d'injures, pas de mots déplacés, il n'y a pas eu de superlatifs inutiles, comme on a l'habitude de le voir aussi dans pareil cas. Et tout ça, je pense que ça a été très bien calibré et ça augure vraiment peut-être que la suite sera meilleure. Certains estiment que les militaires ont été sur ce plan-là plus élégant que les acteurs politiques que vous êtes. Parce que même entre les acteurs politiques, on a vu, entre l'ancien régime, le nouveau, et puis bon, on voit souvent donc c'est nom d'oiseau qui fuse. Oui, c'est vrai que, bon, mais ce sont des acteurs politiques qui sont le fruit des années 80, où la violence verbale et physique faisait partie des modes de gouvernance au sein des partis. Mais bon, je pense qu'avec l'avènement du MPSR qui a apporté un nouveau regard, il faut que les acteurs de la vie sociopolitique puissent intégrer dans leur comportement et leur vécu les critères de paix, d'apaisement. On n'a pas besoin de se vouer aux gémonies pour arriver à nos fins, non. Parce que ça a également été quand même pour beaucoup une surprise. Oui. Dès le premier discours du président Paul-Henri Damiba, il a été question d'associer tout le monde, et il précise, y compris l'ancien régime, c'est-à-dire ceux qui viennent
de tomber. Exactement. Est-ce que ça peut être les bases d'une nouvelle réconciliation? Est-ce qu'on peut dire que c'est de bonnes graines qui ont été semées? Oui, je pense. Et je crois que de toute façon, ils n'ont pas le choix. Hein, parce que ce qui est arrivé à l'ancien pouvoir, justement, il y a eu ce manque de... voilà. C'est vrai, il y avait une volonté d'aller à la réconciliation, de rassembler, mais bon, on gouvernait aussi un peu autour de soi-même, et voilà, on ne partait pas de chercher très loin. Beaucoup de Burkinabés se sentaient exclus de cette gouvernance, et il y avait beaucoup de récriminations contre X ou Y, etc. Bon, donc, voir déjà qu'il y a une volonté d'associer tout le monde, y compris ceux qui viennent de perdre le pouvoir, je crois que c'est déjà des indicateurs sur les intentions des militaires de bien faire. Maintenant, on attend de les voir à l'œuvre. Certains estiment que finalement c'est un soulagement pour l'ancien président Roch Kaboré. On a même vu un journal qui estime que c'est un président lassé du pouvoir finalement qui a été déposé. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez également? Oui. Oui, j'ai ce sentiment-là aussi, parce que moi, quand j'ai regardé le président, ses dernières sorties, beaucoup amaigri, même s'il a dit qu'il faisait un régime, on sentait qu'il était un peu au bout du rouleau. Et comme beaucoup de gens le disent, et ceux qui le connaissent très bien, je crois qu'il avait envie d'arrêter tout ça et puis d'aller tranquillement s'asseoir dans son petit coin. Et puis bon, voilà, parce que c'est quelqu'un, c'est vraiment qui aime les choses pas trop compliquées, voilà, les choses en douceur, et voilà. Bon, je crois que à quelque chose m'a l'air bon pour lui. Je crois que surtout que selon ce qu'on entend, il est très bien traité. Donc probablement que très bientôt il va recouvrer de la liberté totale, il va rentrer chez lui. Et bon, ça serait un ouf de soulagement pour lui et pour toute sa famille. Et je pense que, à entendre en tout cas, il ne regrette pas trop. Il ne regrette pas trop. Alors, M. Sankara, c'est vrai qu'on peut dire que c'est la responsabilité de l'ancien président, bien sûr, la dégradation de la situation, mais également de la majorité. Mais aujourd'hui, il est clair que c'est un échec de toute la classe politique. Est-ce que d'abord, vous assumez en tant qu'acteur politique également une part de responsabilité dans cet échec de la classe politique? Oui, il faut être très clair et très honnête avec nos concitoyens. Nous avons échoué totalement. Ça, il ne faut pas tergiverser. Si on est arrivé à cette situation, c'est à cause de nous. Quand je dis nous, c'est la classe politique dont tu parles. Une classe politique qui n'a pas su véritablement comprendre le message après l'insurrection, voilà, le message des insurgés. Une classe politique un peu sur les bords de la corruption, la course effrénée vers les intérêts égoïstes. On courait beaucoup plus pour se tailler un peu des parts des gâteaux. Chacun voulait avoir sa part. Vous avez comment, voilà, la majorité, c'était un plat trop plein, une centaine de partis, mais véritablement qui n'apportaient rien voilà, au débat politique et à l'action politique. Donc, il faut qu'on reconnaisse notre part de responsabilité. En tout cas, moi, en tant qu'acteur politique, je l'assume, je la reconnais. Certainement qu'au sein du parti aussi, les purs, nous assumons notre part de responsabilité. Et c'est ça qui doit justement permettre de répartir, en tout cas avec une nouvelle donne et puis des nouveaux acteurs qui vont peut-être mieux faire que nous, et je l'espère. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça? Parce que, à échanger avec certains d'observateurs de la scène politique, certains politologues estiment que le drame du Burkina aujourd'hui, c'est ça, c'est la qualité du personnel politique. Parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup, il est difficile de trouver un homme exempt de reproches dans la classe politique. Chacun s'est compromis à un moment donné de l'histoire. Malheureusement, même si, bon, entre griffes, il y a quand même quelques oiseaux rares, bon, qui n'ont rien à se reprocher. Mais en tout cas, globalement, il faut reconnaître que cette classe politique, comme je dis, elle vient des années 80, la plupart. Bon, nous autres, nous sommes un peu leurs bébés, voilà, ils nous ont entraînés dedans, mais c'est les mêmes depuis les années 80, avec la Révolution.
On sait ce qui s'est passé en 87. Voilà, chacun est parti de son côté en vrille. Bon, ça s'est récomposé en ODPMT, ensuite en Front Populaire d'abord, en ODPMT, en CDP, en MPP. Et après, il y a eu beaucoup de rejetons. Mais c'est la même classe politique. Et comme je vous le disais, cette classe politique qui sont nos aînés des années 80, il y a un dénominateur commun. Ils vouent entre eux une haine terrible. Entre eux, une haine terrible. Et on sait pourquoi. Parce que les groupuscules, ils sont ici des groupuscules des courants idéologiques depuis la FEANF jusqu'au Burkina. Les gens ne se parlent pas parce que tu as, à cause d'une copine en France que tu as appris, voilà, les gens ne se parlent pas jusqu'à présent. Ils se vouent une haine incroyable. Et ça s'est voilà, transposé sur l'échiquier politique. Et nous qui avons été un peu leurs élèves, ils nous ont entraînés dedans. Moi, j'espère que la nouvelle génération qui va naître pourra en tout cas... voilà, vous pensez qu'il est temps pour eux de prendre leur retraite? Je pense. Et je souhaite véritablement que... c'est la seule option d'ailleurs. Enfin, la seule chose que moi j'attends du MPSR, c'est ça. Il faut véritablement nettoyer les écuries d'Augias. Parce que, vous savez, tous les problèmes, comme on l'a souligné dès le départ, ça vient de la classe politique, de la sphère politique. Tant que là-bas, on n'aura pas des acteurs vraiment dignes d'intérêt, tant qu'on n'aura pas un environnement politique sain, nous allons toujours avoir des problèmes. Vous ne pensez pas qu'ils peuvent se recycler? Non, enfin, il faut tout faire pour qu'ils ne se recyclent pas. Il faut justement, et je pense que les mesures, les réformes, hein, on en viendra certainement avec la refondation, doit être axé sur... C'est un aspect important de la refondation. Et justement, on va y venir, donc, la question de la refondation, avant de parler de la sécurité, qui est également quand même annoncée comme le gros chantier du MPSR. Pour vous, par quel bout il faut commencer? Il y a des questions de gouvernance, la lutte contre la corruption bien sûr, restauration de l'autorité de l'État, voilà la classe politique également qu'il faut assainir. Pour vous, comment et par quel bout aller à cette refondation? Alors, c'est vrai que tout est à refaire hein, au Burkina. Donc, il faut éviter les erreurs de 2014, c'est-à-dire de vouloir tout embrasser. Ça, ce n'est pas possible, on risque de ne rien faire. Donc, il faut serrer les vrais problèmes. D'abord, se poser la question, pourquoi on en est arrivé à là? Si on a les réponses, automatiquement, on sait par quel bout commencer. C'est-à-dire, et moi, les réponses, c'est quoi? On est arrivé à là, effectivement, d'abord, parce que les systèmes politiques ne génèrent pas des régimes adaptés, des régimes... Parce que quand on est mal élu, on va mal gouverner. Parce que mal élu, ça ne veut pas dire qu'on a bourré les urnes, non. Mal élu quand on est élu sur la base de l'argent, quand on est élu sur la base des trafics d'influence, quand on est élu sur la base enfin, voilà. Ça, forcément, ça va se déteindre sur votre gouvernant. Parce que si vous donnez l'argent à quelqu'un pour se faire élire, naturellement que vous ne pouvez être que complaisant vis-à-vis de cette personne, ainsi de suite jusqu'à là. Donc, si on fait bien les diagnostics, pourquoi on est arrivé à là? La refondation aussi, on doit savoir par où commencer. Parce que donc c'est les réformes surtout politiques. Il faut vraiment, que ce soit le code électoral, que ce soit les partis politiques, que ce soit les systèmes de dévotion du pouvoir. Comment nous allons pouvoir arriver à organiser des élections pour que ceux qui vont être élus le soient sur la base de leur programme, de leurs options idéologiques, de leurs choix de société. Si on en arrive à là, je pense qu'on aurait vraiment franchi un grand pas. Sinon, il ne faut pas demander à la transition de tout faire. Mais je crois qu'il y a quand même... Est-ce qu'il faut, par exemple, réduire le nombre de partis politiques? Ça, c'est un chantier qu'il faut... Moi, je suis pour ça. Et il y a beaucoup d'exemples qu'on peut s'inspirer. Moi, je discute beaucoup avec des amis béninois. Là-bas, ils sont arrivés aujourd'hui à 2 grands partis. Il y avait plus de partis qu'au Burkina, ils étaient à près de 300. Mais le président Talon a mis un système tellement drastique en place que les partis politiques étaient obligés de se regrouper en 2 grands blocs. Sinon, tu ne peux même pas aller aux élections.
En tout cas, il y a beaucoup il y a à faire de ce côté. Parce que vous savez, près de 200 et quelques partis. Les élections passées, il y avait 126 partis qui étaient en compétition pour 127 postes de députés. On se souvient du bulletin pour les législatives voilà. qui ressemblait à un calendrier. Donc, j'imagine nos parents au village, comment ils vont se débrouiller avec un tel bulletin. Et au finish, c'est 126, il n'y a que 15 partis qui sont représentés à l'Assemblée. Ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Donc, je pense que ça commence déjà par là. Et comment le faire, M. Sankara? Certains estiment aujourd'hui qu'il faut y aller à marche forcée. Parce que si on rentre, on se souvient, la transition en 2014, le principe c'était d'associer tout le monde, des consultations, on est allé dans les régions et tout, et finalement, on voit le résultat. Non, je crois qu'on n'a pas besoin de perdre encore tout ce temps-là. Parce que vous savez, le Burkina, l'avantage d'avoir quand même une expérience solide. Il y a eu le Collège des sages qui a fait un travail formidable. Les recommandations sont là, les documents sont là. Ensuite, il y a eu la commission chargée des réformes sous la transition, vous vous rappelez, qui a fait aussi un travail formidable en ce qui concerne les codes électoraux, en ce qui concerne les réformes politiques, économiques, sur la gouvernance, etc. Je pense que pour aller vite, on peut dépoussiérer ces documents-là, s'inspirer, bien, même s'il faut justement les actualiser, etc., pour aller très vite. Mais on n'a pas besoin encore de commissions, de ceci ou cela. Tout ça, ça va être perte d'argent, perte de temps. Et bon, voilà, et c'est un cycle, si on rentre dedans, on ne va pas s'en sortir. Mais est-ce qu'on n'est pas dans cette dynamique? On a vu une commission de 15 membres qui a été mise en place, qui travaille sur la base du volontariat, parce qu'ils ne seront pas payés. Heureusement, déjà, c'est très bien qu'ils aient pris cette dose de volontariat-là, parce que sinon, bon... Et je pense que ça va se poursuivre. Bon, je ne sais pas si on est rentré dedans, mais bon, c'était quand même nécessaire de mettre un petit groupe de travail pour... parce que la charte, les contextes sont différents. La charte de 2014, enfin, c'est différent de ce qui s'est passé en 2014, c'est différent de ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce qu'en 2014, tout le monde est unanime à répondre que c'était une insurrection. Voilà. Même s'il y a eu des adjuvants militaires, mais... Or, aujourd'hui, c'est purement un coup d'État. Il ne faut pas qu'on ait peur des termes. Voilà, c'est un coup d'État en bonne et due forme. Donc, le traitement doit être un peu différent. Doit être un peu différent. Ouais. Vous avez été membre du CNT. Bien sûr. Voilà, au niveau de la transition, député donc. Quels sont les enseignements selon vous? Quelles sont les erreurs de la transition 2014 qu'il ne faut pas reproduire? Alors, la première erreur, c'était déjà la mise en place des organes. Ou du moins la composition des organes. Vous avez constaté une foire d'emploi. Il y a eu On a vu la bataille pour entrer au CNT. Bon, c'était lamentable. Des gens se sont serrés l'école, demandaient au professeur Ibiriga, il a fallu en prendre pour son grade. Donc, il faut éviter déjà ça. Et ça, c'est dû au fait qu'on a affecté des quotas. On a dit, bon, parti politique de l'ex-majorité, vous avez tant. Parti politique du CFOP à l'époque, vous avez tant, militaire, vous avez tant, OSC, vous avez tant. Bon, alors, donc, chacun maintenant se retrouve dans son groupe pour essayer de partager les gâteaux. Donc, il faut qu'on évite de transformer le Burkina en un gâteau où on doit se partager. Moi, je suis contre ça. Ça, c'est la première erreur à éviter. Ça veut dire qu'il faut désigner des gens d'autorité. Voilà. Bon, je ne sais pas comment il faut y procéder, mais ils l'ont déjà fait. Quand vous regardez déjà la commission chargée d'élaborer la charte là, bon, voilà. Donc, mais en tout cas, il faut éviter de donner des quotas avec. On s'est dit bon, c'est un gâteau, il faut que chacun gagne sa part. Deuxième chose, il faut éviter de, comme je l'ai dit, il faut se fixer des missions très claires à la transition. En 2014, malheureusement, bon, on a voulu tout faire, construire des routes, en même temps préparer des élections. Je me souviens du programme d'urgence de la transition. Voilà, vous voyez. Bon, donc, moi, je pense qu'il faut éviter ça. Et si on arrive à définir des missions très claires et précises à la transition, ce sont ces missions-là qui vont déterminer, du coup, les organes qui vont les mettre en œuvre et le temps nécessaire de leur accomplissement. C'est aussi simple que ça. Et ce qu'on a vu également après la transition 2014, ce sont ces problèmes de gestion qui étaient au cœur même des ressentiments pendant l'insurrection. Les insurgés sont sortis pour dénoncer justement cet état de fait. Et malheureusement, après la transition, il y a des révélations qui sont sorties. Et les Burkinabés tombaient des nues de savoir que ceux qui ont été portés à la tête du pays par l'insurrection se sont rendus coupables de pire que ce que les insurgés dénonçaient. Oui, mais ça s'explique aussi parce que finalement,
c'est ceux-mêmes qui n'ont pas fait l'insurrection qui ont hérité du pouvoir de l'insurrection. Zida n'a pas fait l'insurrection, Kafando n'a pas fait l'insurrection, mais finalement, c'est eux qui ont hérité. Donc, du coup, nous, on ne connaissait pas leur agenda caché, hein. Et malheureusement, par la suite, on s'est rendu compte que voilà, ce n'était pas... On s'est complètement fourvoyé. Voilà. Donc, et ça, j'espère que ceux-ci-là vont s'assumer pleinement et puis voilà, tracer déjà les sillons et mettre les gens au pas pour qu'ils suivent. La durée de la transition. Oui, c'est ce que j'ai dit. La durée, ça dépend des missions. Moi, je refuse on s'enferme dans des délais. Oui, il faut 18 mois, il faut une année, il faut 6 mois. Non, on définit une mission. On dit, bon, voilà ce que nous, à la transition, nous allons faire. Mais si vous définissez la mission, naturellement, vous allez définir le timing. Combien de temps il faut pour faire ça? Et ça nous permet de dire à nos partenaires de la communauté internationale, voilà ce que nous voulons faire. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on fasse ça? Si vous êtes d'accord qu'on fasse ça, voilà le temps qu'il faut pour faire ça. C'est aussi simple que ça, à mon avis. Voilà. Alors, M. Sankara, vous êtes actuellement, je veux parler des partis politiques de façon générale, les acteurs politiques, un peu en chômage technique. En tout cas, à la sortie de la rencontre avec le MPSR, c'est ce qui a été demandé aux partis politiques, voilà, d'éviter bien sûr l'activisme actuellement, pour ne pas perturber les choses. D'abord, comment vous accueillez cette mise à la touche? J'avoue, pour être honnête avec vous, moi je l'accueille bien. Les gens vont dire, mais lui là, c'est quoi ça? Parce qu'il faut reconnaître qu'il y avait un peu de chienlit quand même. C'était devenu un marché vraiment de dupes où on fait tout ce qu'on veut, on fait du n'importe quoi avec des discours complètement... Aujourd'hui, tu entends tel discours, demain, tu entends un autre. Bon, vraiment, moi, je pense qu'il a bien fait de nous dire, bon, écoutez, modérez un peu, tenez-vous un peu à carreau pour nous permettre pour ne pas gêner justement leur action. Moi, je salue ça. Mais maintenant, il ne faut pas aussi vouloir nous mettre carrément de côté. Non, parce que tout ce qu'ils veulent faire là, c'est pour les partis politiques. Parce que quoi qu'on dise, on va organiser des élections, même si c'est dans 20 ans, on va organiser des élections. Et quand on dit élections, ce sont des partis politiques qui compétissent. Donc, nous devrons quand même avoir, même si c'est de façon timide, avoir notre mot à dire dans ce qui est en train de se passer. Mais justement, est-ce que c'est possible? Parce que au niveau du mouvement patriotique pour la sauvegarde de la restauration, ils n'ont pas exclu la possibilité de faire appel de façon individuelle, bien sûr, à certaines personnalités, à certaines compétences, quand bien même, bon, peut-être à l'origine, on les connaît, peut-être une coloration politique. Oui, moi, je suis d'accord avec ça. Mais là, il faudrait qu'ils se départissent, bien sûr, de leur ressort politique. Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce qu'aujourd'hui, comme Alexandre Sankara peut enlever sa veste tunique de sankariste et puis ses connexions politiques pour servir... Oui, c'est possible. C'est même... c'est ça qui doit être souhaité. Et ça, c'est possible si, par exemple, effectivement, si on m'appelle, on dit à mon parti, le PUR, bon, envoyez-nous 2 personnes. Mais je suis redevable au PUR. Les 2 personnes sont redevables au PUR. Parce que c'est le PUR qui va se réunir pour dire, bon, écoute, tu vas aller au CNT ou bien tu vas aller au gouvernement. Bon, voilà, c'est vrai, voilà les missions, mais nous aussi, voilà les missions qu'on te confie. C'est ce qui s'est passé en 2014. Hein. Voilà, les partis ont donné des missions. Ah, il faut tout faire pour après la transition. Il faut que les partis soient prêts pour aller aux élections. Mais si on m'appelle en tant qu'individu, en tant que personnalité, c'est moi qui informe le parti. Je dis, ah bon, moi, j'ai été appelé pour faire ça. Je dois moins en ce moment au parti et je pars de façon libre, sans engagement, sans obligation vis-à-vis de mon parti et je pars pour servir mon pays. Je pense que ça, s'ils arrivent à faire ça, mais il faut qu'ils le fassent très bien. Il ne faut pas, sous le couvert de ça, finalement favoriser 1 ou 2 partis. Ça aussi, c'est très dangereux. Voilà, on va dire non, écoute, laissez-nous, on va appeler les gens en fonction de leurs compétences. Et finalement, on se rend compte que c'est les membres d'un seul parti, en tout cas, qui se retrouvent dans la gouvernance. Ça aussi, on ne va pas trop admettre ça. Mais là, on retombe dans la même chose. Parce que si on veut jouer aux équilibristes, non, pas jouer aux équilibres, il faut qu'il soit franc. Pas jouer aux équilibres. Moi, je veux dire que le MPSR doit être franc dans sa démarche. S'ils sont francs, les gens ne vont pas trouver à redire. Mais si on sent que, par exemple, ils viennent de faire la commission, bon, il n'y a pas de problème, les gens ne trouvent rien à redire. Enfin, en tout cas pas pour le moment.
Voilà, parce qu'on sent quand même que les choix ont été faits sur la base des critères objectifs. C'est des gens, en tout cas, d'une crédibilité au-dessus de tout soupçon. Enfin, voilà, on ne peut pas mettre la main au feu, mais quand même, on s'est dit que pour le moment, c'est ça. Je pense qu'ils peuvent continuer avec la même démarche, mais il faut éviter justement les calculs. Il ne faut pas qu'eux, ils fassent les calculs que nous, les politiciens, nous faisons. Moi, je souhaite vraiment qu'ils soient libres et qu'ils soient dénués. La seule chose qui doit les guider, c'est qu'ils veulent baliser le terrain burkina pour qu'après eux, les choses puissent marcher comme sur des rails. Moi, je souhaite ça. Est-ce que vous pensez qu'on peut poursuivre avec le bénévolat? Ah oui, moi, je pense que les organes qui vont être mis en place là, il faut y penser. Le bénévolat, ça ne veut pas dire la gratuité. Non, par exemple, moi, je suis inspecteur des impôts. J'ai un salaire au niveau du ministère de l'économie et des finances, je suis fonctionnaire. Si on m'appelle, je garde mon salaire. Je viens travailler et voilà. Par exemple, s'il y a un organe législatif, par exemple, bon. Parce que sous le CNT, je me souviens, les députés à l'époque avaient réclamé d'être traités comme des députés élus, voilà, au suffrage universel. Il y a eu des gosses chaudes. Et effectivement, voilà. C'est ce qui s'est passé. Malheureusement, voilà, on s'est retrouvé avec certains de la société civile qui avaient du mal à remplir les réservoirs de leur moto, qui se retrouvent à 2 dans 3 mouvements dans des 4x4. Il faut éviter ça. Je pense qu'on peut un peu calquer sur l'image de ce qui se passe actuellement au niveau avec les conseillers municipaux. Vous savez, le travail de conseiller est gratuit, c'est du bénévolat. C'est-à-dire, si tu es enseignant, tu continues à enseigner tes élèves. S'il y a une session du conseil municipal, tu viens. Et c'est juste le temps de la session qu'on te paye des indemnités de session. En fonction des communes, ça diffère. On peut adopter le même système. On met en place peut-être un organe législatif, quoique moi, je ne suis même pas très chaud pour ça. Parce que pensez qu'on peut faire sans un CNT? Moi, je pense qu'il faut, comme j'ai dit, les gens ont pris leur pouvoir. Il faut mettre en place un gouvernement très fort, resserré, avec des missions et des objectifs clairs et gouverné par ordonnance. C'est vrai que ça peut heurter la communauté internationale parce qu'il faut un système de contre-pouvoir. Mais bon, on sait aussi que c'est contre-pouvoir. On n'est pas en démocratie, parce que bon... Voilà, nous ne sommes pas en démocratie pour le moment. Ils doivent s'assumer. Moi, je veux que les militaires s'assument pleinement, comme les Sankara se sont assumés là. C'est vrai que les contextes sont différents. Mais bon, un coup d'État reste un coup d'État. Il faut s'assumer. Parce que avoir pour objectif, c'est peut-être aujourd'hui, les gens vont les critiquer, les vouer aux hégémonies, mais c'est à la fin que les gens vont les traiter comme des héros. C'est ce qui s'est passé avec Sankara au début, mais aujourd'hui, voilà. Mais s'il avait voulu contenter les gens, caresser par le sens du poil, etc., je crois qu'il n'allait pas atteindre les résultats qu'il a atteints en 4 ans. Voilà. Il y a déjà également de bisbilles, les délégations spéciales, la mise en place des délégations spéciales, processus interrompu dans le Sahel, interrompu dans les Cascades, on a vu à Kombesseri, à l'Est également. Mais ça également, on a l'impression aujourd'hui que c'est une grosse épine déjà, parce que les acteurs politiques qui sont sortis par la porte semblent vouloir revenir par la fenêtre. Vous voyez, moi je suis, je ne sais pas, peut-être que je suis un peu... tous hors circuit. Mais moi, je pense que tout ça, ce n'est pas nécessaire. Non. Nous sommes dans une période d'exception. Il ne faut pas vouloir l'habiller, porter la tunique d'un régime républicain. Non. C'est ça qui va faire qu'on va avancer tantôt en exception, tantôt en démocratie, et ça va nous créer des problèmes. Il y a un coup d'État. On veut remettre tout à plat. Écoute, il n'y a pas de délégation spéciale. Ça se fait à marche forcée. Ça se fait à marche forcée. Il n'y a pas de parce que les délégations spéciales, c'est quoi? C'est les mêmes politiques qu'ils sont venus dénoncer là. C'est ça qui va passer par une autre porte pour entrer dans les mairies. Puisqu'on dit qu'il faut les représentants des associations, des jeunes, des femmes, des commerçants, des handicapés. Or, on sait. Ce sont des acteurs politiques déjà. Ce sont des acteurs politiques qui ont créé ces associations-là, surtout au niveau local. On connaît. Moi, je suis un acteur, je sais. Nous en avons plein d'associations comme ça qu'on fabrique de toutes pièces, et justement en prévision de ces moments-là. Et voilà le moment arrivé. Donc, on a mis à la touche des maires et des conseillers, mais on va les reprendre à travers ces associations-là qui sont un peu des bras occultes et sous-marins de ces partis politiques-là. Il fallait dire, bon, on a mis la délégation spéciale, on laisse les préfets. Ouais, parce qu'avant, on a fait des expériences là. C'est pas à tout le monde qu'on a eu des communes. Voilà, le préfet gère avec des missions bien claires aussi.
c'est-à-dire expédier les affaires courantes, surtout si nous sommes en période transitoire, expédier les affaires courantes, il ne va pas faire des investissements. Bon, c'est vrai, ça va retarder un peu le développement de certaines communes, mais moi je pense que c'est mieux ainsi que d'ouvrir la boîte au Pandore en mettant des... Parce qu'on a l'impression que ça déjà, on a des germes de conflits au niveau local. Oui, vous voyez déjà qu'il y a beaucoup de coins où ça chauffe. De la même manière, les gens se sont bagarrés, ont sorti des pistolets, des coutelas pour se faire élire conseiller. Mais là, c'est de cette même manière qu'ils sont en train de faire. Moi, il y a des mairies que voilà, les gens appellent pour dire ah, qu'est-ce qu'on va faire. J'ai dit écoutez, mais faites ce que vous voulez. Voilà. Ça veut dire déjà que les gens s'organisent. Oui, il y a des réunions nocturnes, voilà, parce que chacun veut contrôler la délégation spéciale. Bon, quand c'est comme ça, finalement, l'objectif, là, autant, il fallait laisser les mairies continuer. Il fallait laisser, parce que c'est leurs gars qui vont revenir en soumet pour diriger les mairies. Donc il faut rattraper, arrêter le processus. Moi, à mon avis, il faut arrêter le processus, désigner des préfets. Il y a beaucoup d'administrateurs civils qui chôment au Matédé. Hein. Il y en a beaucoup. On a quoi? On a 300 et quelques communes. Moi, on peut trouver 300 et quelques jeunes vraiment dynamiques là pour aller gérer ces mairies-là. Surtout qu'on a déjà des préfets sur place. On a déjà des préfets sur place. Peut-être qu'il y a certains préfets qu'il faut éjecter parce qu'ils ne sont pas aussi clean. Mais en tout cas, on les laisse gérer, on leur donne une mission claire, le temps de la transition. Voilà, c'est celui qui déconne dans ce moment-là, on l'envoie directement à la MACO. Et puis voilà, il faut vraiment être ferme, rigoureux. Sinon, je vous assure que ce serait des résultats mitigés à la fin. Donc pour vous aujourd'hui, assumer, on est dans une période d'exception, on y va. Moi c'est comme ça. Parce que même tous les artifices juridiques que je vois actuellement, Conseil constitutionnel qui veut, moi, je trouve que tout ça, c'est pas la peine. Mais il faut pas avoir peur. Moi si je suis militaire, je fais mon coup d'État, moi j'affronte de façon claire. C'est un état d'exception, c'est un régime d'exception. Et je vous dis, voilà ce que je vais faire sur 2 ans, 3 ans avant d'aller aux élections. Si vous êtes d'accord, vous me laissez faire. Si vous n'êtes pas d'accord, bon, en tout cas, on va s'affronter. Il faut être très clair avec les gens. Si les objectifs sont clairs et nobles, là, vous allez voir, les gens vont les appuyer, qu'ils soient prêtent serment au Conseil constitutionnel ou pas. Non. Mais regardez ce qui s'est passé. C'est des artifices juridiques, de la gymnastique. Moi, j'appelle ça de la gymnastique juridique qui n'a aucun sens. On ne peut pas faire un coup d'État et vouloir prêter serment. Bon, tout ça, c'est parce qu'on veut des habillages. Pourquoi on veut forcément habiller ça en régime démocratique? Mais à la communauté internationale. Oui, mais si on appelle la communauté internationale, on ne fait pas un coup d'État. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. On ne peut pas se flatter soi-même, dire bon, on va faire un coup d'État et puis après on va flatter la communauté, dire que nous sommes en démocratie. Non. La démocratie, c'est les élections. Voilà. En tout cas, pour le moment, on n'a pas trouvé un autre système. Voilà, c'est le pluralisme démocratique, on organise des élections, les gens mettent des bulletins dans des urnes. On a dit que ça, ce n'est pas bien. Puisque tout le monde a applaudi le coup d'État, ça veut dire que les gens acceptent la démocratie, ce n'est pas bien. Mais pourquoi on veut forcer pour habiller les MPSR de démocratie? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Moi, peut-être que je suis un élève de la Révolution. Bon, malheureusement, voilà, ça nous suit. Mais en tout cas, moi, je veux qu'ils assument avec courage, mais surtout avec des missions claires. Vous voyez, vous allez voir, on va se mettre dans... Vous voyez, il y a une charte qui va être élaborée. Il y a déjà la position qui est rétablie. Il y a l'acte fondamental du MPSR qui est là. La charte va venir. Donc on aura 3 documents. Il faut arriver à aligner tous ces 3 documents-là pour qu'il n'y ait pas de contradictions. Donc, vous voyez toute cette gymnastique-là. Or, on n'avait pas besoin de tout ça. Suspendre la Constitution jusqu'à la reprise des élections. On a vécu dans ces pays-là sans Constitution. Personne n'en est mort. Personne n'en est mort. Au contraire. C'est vrai, les gens vont dire oui, bon. Et les sanctions? Oui, mais est-ce que ça va nous éviter? Le Mali a fait, mais ça ne les évite pas la sanction. Le Mali a fait charte, acte fondamental. On a d'ailleurs copié l'acte fondamental du Mali, mais ça ne les a pas évité les sanctions. La CEDEAO attend seulement, si on dit que c'est 5 ans, ils vont nous sanctionner même si on veut. On n'a qu'à réveiller, c'est pas moi, tous les juges constitutionnels n'ont qu'à venir à Abuja pour plaider. Ça ne nous évitera pas les sanctions. Parce que la CEDEAO est formatée pour ça. Et la CEDEAO est dans son rôle. Est-ce qu'il est question de rétablissement aussi de l'autorité de l'État? Parce qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, il faut qu'on se le dise, ben, le citoyen n'a plus peur de l'autorité. Malheureusement. Bien au contraire, l'espoir favori, c'est de défier plutôt l'autorité. Est-ce que ça également, c'est quand même pas une mission qui doit être inscrite en bonne place? Aussi, je pense que les rédacteurs de la charte là vont inscrire ça comme mission parce que
leur mission, c'est de définir les missions de la transition. Et ça aussi, c'est une des missions très capitales. Parce que, remarquez que c'était une des faiblesses des 2 mandats de Roch. Et ça a contribué justement à pourrir la situation et à nous amener là où il est. Donc, si on ne règle pas ce problème, j'ai bien peur que, bon, parce que si... il faut durcir le temps avec les citoyens. Voilà, parce que si la transition là doit continuer avec un esprit de défiance de l'administration comme ça, j'ai bien peur que ça n'aille pas loin. Hein. Ah oui, il faut durcir le ton, mais ça commence aussi par l'exemple. Vous savez, les gens deviennent inciviques parce qu'on dit que le poisson pourrit par la tête. Vous voyez, moi, celui qui, comme les gens disaient, hein, les lycéens qui brûlent le feu, on va les taxer d'être inciviques. Mais voilà, le monsieur qui a eu le marché pour mettre le feu et qui l'a mal mis, ben lui, il est quoi? Il est pire que l'élève qui a brûlé le feu. Donc, je veux dire qu'il faut que, voilà, si les autorités de la transition, à commencer par les MPSR, avec tous les organes qu'ils vont mettre en place, s'ils montrent vraiment des gages d'intégrité, ce qui manque à ce pays-là, mais je ne sais pas comment on a pu perdre tout ça. L'intégrité, le patriotisme, l'envie de se donner pour son pays sans attendre quoi que ce soit. Malheureusement, on n'a plus ça. Malheureusement. Les OSC, Organisation de la société civile. Aujourd'hui également, à l'image de la classe politique. Oui, parce que c'est... Est-ce qu'il y a des OSC au Burkina déjà? Bon, au regard de la loi, oui. Si on prend seulement la loi qu'on a votée sous le CNT pour encadrer la création, l'organisation, le fonctionnement, oui, il y a des OSC. Mais maintenant... Si on gratte un peu, c'est les répliques des partis politiques. Ça, il faut aussi avoir le courage. C'est vrai, il faut assainir le milieu politique, mais les OSC aussi... Parce qu'on a vu d'anciennes organisations de la société civile déjà qui ressortent des bois, on voit des nouvelles OSC déjà qui se créent, des coalitions qui se font, qui se défendent. Voilà, en 2015, vous avez vu, c'était justement au niveau des OSC qu'il y a eu la foire d'emploi pour désigner les représentants au CNT. C'était vilain, on a donné une très mauvaise image de notre pays parce que les gens ont suivi ça un peu partout. Moi, quand on est parti à la CEDEAO après, les gens nous parlaient, mais comment ça s'est passé? Il paraît que les gens se sont frappés. Bon, on était obligé de... Voilà, on a rigolé, mais on avait honte. Bon, donc, je pense qu'au niveau des OSC, il faut aussi qu'ils soient très regardants et très fermes. Il ne faut pas seulement être ferme vis-à-vis des partis politiques, là. Il faut aussi et surtout être ferme vis-à-vis des OSC. Parce que moi, j'ai fait un poste où j'ai dit le bal des vautours, parce qu'on voit déjà que les gens sont en train de s'affairer. Le Burkina, c'est une dépouille là. Chacun veut couper son morceau. Et à qui mieux avec des couteaux, des haches. Voilà, chacun est prêt. Bon, si on laisse ça... Des coalitions pour le soutien. Bon, ça naît. Voilà, chaque jour, on voit des coalitions qui naissent. Il y a conférence de presse, il y a déclaration. Il paraît qu'entre le 23 et aujourd'hui, il y a au moins 1000 OSC qui sont créés. Bon. J'espère qu'ils vont avoir la lucidité de ne pas écouter ces sons de sirènes qui, en réalité... C'est vrai, il y a des OSC crédibles. Il ne faut pas aussi jeter tout le monde dans... Il y a des OSC crédibles, très crédibles, qui sont là, qui savent ce qu'ils doivent faire. Il faut justement pouvoir identifier tout ce beau monde-là et savoir avec qui traiter et aussi voilà, jeter les restes dans la poubelle, quoi. Alors, M. Sankara, la question sécuritaire, bien sûr, c'est la priorité des priorités aujourd'hui, définie par le MPSR. Et d'ailleurs, les premières décisions qui ont été prises, les premiers actes, en tout cas, concernant cette question sécuritaire, avec des changements au niveau du commandement militaire, un rajeunissement, la création d'un commandement des opérations du théâtre national également, qui est quand même un nouvel appareil, qui se donne pour mission de coordonner l'ensemble de la riposte à l'insécurité. D'abord, comment vous observez d'abord l'évolution sécuritaire avant d'en arriver là? Bon, il faut quand même dire qu'il y a eu un semblant d'accalmie. Un semblant d'accalmie, mais... Et puis après, quelques velléités, je crois, à Nouna, et puis récemment, hier ou quand, aujourd'hui... à l'est, à Fadangourma, avec un petit séminaire... Voilà, un séminaire qui a été attaqué. Bon, donc, c'est pour dire qu'ils sont toujours là. Il faut que les gens sachent que ce n'est pas parce qu'on a fait un coup d'État que les touristes vont disparaître. Hein. Ça aussi, il faut que ça soit très clair. C'est vrai, il y a beaucoup d'attentes sur le plan sécuritaire, mais le phénomène ne va pas disparaître du jour au lendemain. Non. Si on nous fait croire ça, je crois que c'est faux. Voilà. Je crois que dans son premier discours, le président Damiba a indiqué d'ailleurs que
c'est une question militaire, Voilà. mais aucun char ou bien aucun avion ne peut venir à bout. Exactement. C'est l'amour de la patrie d'abord. Ça, j'ai aimé ce discours-là, parce que moi, je l'ai déjà dit, après Inata, je suis passé sur une chaîne, j'ai dit, tant qu'on ne va pas trouver une raison pour que nos enfants partent au front et acceptent d'y mourir, on a beau augmenter les primes, on a beau amener tous les équipements, ça ne résoudrait pas le problème. Ça, je le disais, et j'étais très content que Damiba dise ça. Parce que, vous voyez, les gens, mais ce n'est pas un problème seulement d'argent, c'est surtout un problème de patriotisme. Pourquoi les militaires doivent accepter d'aller au front et consentir le sacrifice suprême pour son pays? Pourquoi? Si on lui donne la réponse, je vous assure que même avec des flèches, ils vont aller au front et ils vont se battre. Mais tant qu'on ne va pas leur donner des réponses, et on va se contenter seulement de dire non, c'est des primes, il faut leur donner de l'argent, il faut acheter des drones. Mais vous allez acheter des drones, mais celui qui doit conduire, manœuvrer les drones, s'il n'est pas content, s'il ne sait pas pourquoi il doit risquer sa vie pour conduire les drones, il ne le fera pas. Donc, je pense effectivement que ça, c'est déjà un discours qui est très innovant et très porteur. Il faut continuer dans ça. Et ça veut dire que ils étaient sur le front. Ça veut dire qu'ils savent ce qui manquait réellement aux troupes. Et nous, on les attend de pied ferme. On a l'impression aujourd'hui, en tout cas, qu'il y a une nouvelle dynamique avec le rajeunissement du commandement. Oui, ça a été demandé. Bon, il faut aussi reconnaître que quand même, à son crédit, le président Kaboré avait déjà commencé ce rajeunissement-là, parce que même lui, Damiba, avait été nommé à quelques mois, un mois ou 2 mois avant le coup d'État. La première région militaire. La première région militaire, il avait commencé déjà. Bon, c'est vrai que c'est dans l'état, bon, mais en tout cas, il faut qu'il poursuive. Et que véritablement, dans les mois à venir, qu'on ait des résultats tangibles. C'est vrai qu'on ne peut pas, par un coup de baguette magique, dire que bon, la sécurité, l'insécurité, c'est fini au Burkina. Non. Mais on doit sentir une reprise en main, une montée en puissance de notre armée. Et ça doit se traduire par quoi? Pas seulement par on a neutralisé 10 terroristes. Non. Moi, j'ai dit, et à l'époque aussi, j'avais conseillé ça au président Roch, il faut donner des missions précises à chaque colonel ou chaque général qui tient le fond. Tel village, les habitants ont quitté Barsalgo pour Kaya. Ils sont logés dans telle école. Moi, je veux que dans 3 mois, cette école-là soit vide et que les habitants du village retrouvent leur village à Barsalgo. C'est ça, la reprise en main. Ainsi de suite, ainsi de suite. Si on arrive à voir ça, ne serait-ce qu'un seul exemple où on a réinstallé des PDI dans leur village, les écoles sont réouvertes dans ce village, les dispensaires fonctionnels, le commissariat de police est réouvert, les gens vaquent normalement à leurs occupations, les gens vont commencer à dire « Ah oui, vraiment, Damiba, bravo ». Mais sinon, ça ne va pas être facile. Alors aujourd'hui, il y a également cette question de la CEDEAO, parce que je pense que tout ce que l'on dit, notamment donc, la volonté de vouloir remettre les choses juridiquement sur les rails, c'est lié également un peu à la menace de sanctions. Oui. Pour vous aujourd'hui, parce que certains estiment aujourd'hui qu'on a une CEDEAO carrément en déphasage avec les peuples que cette institution est censée représenter. Oui. C'est vrai qu'on le chante tout le temps, une CEDEAO, il faut passer des CEDEAO des États, des États à la CEDEAO des peuples. Bon, c'est vrai, mais c'est quoi concrètement qu'on met dedans? Ça, c'est la première interrogation. Et puis, il ne faut pas oublier que la CEDEAO est dans son rôle. Moi, je n'en veux pas à la CEDEAO, non. Parce que comme je l'ai toujours dit, vous savez, à la création de la CEDEAO, je crois dans les années 75-73, il n'y avait pas les aspects politiques. La CEDEAO a été créée, si vous lisez bien... des questions économiques. Questions économiques, point. Donc, vous voyez qu'à l'époque, tu fais un coup d'État, la CEDEAO ne se prononce pas, parce que ce n'était pas dans l'air prérogative. Au fil et à mesure de l'évolution socio-démocratique de nos pays, et sous la pression justement des OSC, des syndicats, en tout cas de la société civile, dans les années 90, la CEDEAO a intégré la bonne gouvernance démocratique et politique dans sa charte, avec l'adoption de la charte donc, sur la bonne gouvernance, qui dit clairement que le pouvoir la dévolution du pouvoir sépare les unes. Les coups d'État sont proscrits. Moi, je pense que ce qu'on reproche à la CEDEAO, c'est parce que les gens font des tripatouillages constitutionnels et la CEDEAO ne dit rien. Je me rappelle très bien quand j'étais député à la CEDEAO, nous avons eu un débat très houleux
de près de 3 heures avec le président de la commission, Kassibou à l'époque, sur cette question. Il nous a dit, mais écoutez, mais la CEDEAO, tant qu'on ne va pas mettre aussi dans la charte de la CEDEAO, dans la charte de la bonne gouvernance, la limitation des mandats, la CEDEAO ne peut pas aller dire à un président pourquoi tu modifies ta constitution. Alors que sa charte ne l'a pas. Là, voilà. Donc, on a fait, à l'époque, je me rappelle, nous avons fait des recommandations pour que justement, on intègre dans la charte de la bonne gouvernance la limitation des mandats dans tous les pays membres de la CEDEAO. Est-ce que le moment n'est pas venu? Parce qu'on voit, c'est arrivé en Guinée, voilà. C'est arrivé au Mali, au Burkina. Je pense que la Guinée a échappé de peu. Bon, voilà. Je crois que le moment est venu. Il faut que justement la société civile puisse encore faire la même pression. Comme on avait fait pression pour qu'on adopte la charte sur la démocratie, il faut qu'on fasse la même pression sur la CEDEAO pour qu'elle adopte aussi justement que les modifications constitutionnelles pour s'éterniser au pouvoir équivaut aussi à des coups d'État. C'est-à-dire, donc ça revient clairement à dire 2 mandats en Afrique de l'Ouest. Mais est-ce que les sanctions sont une solution? Parce qu'on a vu, on voit pour le Mali, il faut être objectif. Les sanctions n'ont jamais été, parce qu'elles sont inefficaces de toute façon. Non. Moi, je n'ai jamais vu. Parce que l'objectif de les sanctions, c'est quoi? C'est pousser les peuples à désavouer le pouvoir. En fait, c'est ça l'objectif des sanctions. Mais c'est le contraire chaque fois qu'on obtient. Plus vous sanctionnez, plus les peuples deviennent plus solidaires avec les dirigeants. Donc, je crois que la CEDEAO doit aller voir ce mécanisme. Un mot sur le procès Sankara. Oui. Les réquisitions ont été prises, 30 ans de prison, demandées donc contre l'ancien président Blaise Compaoré, mais aussi contre Yassine Kafando, 20 ans pour le général Djendjéré et un certain nombre d'accusés. Alors comment vous avez apprécié tout ça? Est-ce que les objectifs de départ, d'en savoir davantage sur ce qui s'est passé, la vérité, est-ce qu'on s'en rapproche? Est-ce que jusque-là, en tout cas, le procès tient ses promesses? Oui, jusque-là, il y a au moins 2 ou 3 certitudes qui sont établies avec ce procès. C'est clair maintenant. Première certitude, qu'il n'y a jamais eu de complot de 20 heures. Parce que c'était ça qu'on a sériné pendant 30 ans. On dit non, Sankara voulait nous tuer, donc on a réagi. Toutes les preuves montrent que c'est faux. Deuxième certitude, ça n'a jamais été une erreur, une bévue. Ça a été très bien prémédité, programmé et exécuté avec autant de cruauté et de barbarie. Et enfin, troisième certitude, c'est que tous ceux qu'on soupçonnait d'avoir été impliqués là, tous, ça se confirme qu'effectivement ces gens ont joué chacun en ce qui le concerne, en tout cas un rôle bien précis dans ce qu'il y a. Donc voilà ces 3 certitudes-là. Ça, c'est déjà bien. Maintenant, ce qu'il faut déplorer, c'est que les gens personne n'a avoué quoi que ce soit. Personne. C'est comme si Sankara, finalement, n'est pas mort. Il doit être caché à quelque part au conseil. Il faut que Mariam ait... Il n'y a pas eu d'acte de contrition. Non, il n'y a pas eu d'acte de contrition. Et c'est ça qui est déploré. Moi, je ne vois pas comment, dans ça, on peut après faire la réconciliation. Parce que pour que la famille et le peuple burkinabé pardonnent, il faut bien que des gens acceptent, dire oui, c'est nous qui avons fait ça. Mais vous avez suivi le procès. Tout le monde dit non. Moi, je n'y étais pas là-bas. Moi, je suis venu trouver que c'était déjà fait. J'ai entendu les coups de feu. Après, je suis venu. Donc, vous voyez, bon, comment dans ça, même si les preuves sont tellement accablantes, il y a des preuves accablantes, des témoignages qui ne laissent aucun doute sur la responsabilité des uns et des autres. Bon, mais en tout cas, à cela ne tienne. Ça, c'est établi. Les réquisitions ont été faites. Ça aussi, je déplore un peu certaines réquisitions pour certaines personnes, moi, à mon avis, qui sont... Parce que toutes les preuves aussi... Pensez à qui, par exemple? Bon, je ne vais pas donner des noms, mais il y a des... Vous estimez que le procureur était clément? Oui, bon, non, pas le procureur, oui, le parquet militaire. Le parquet militaire, en tout cas, sur certaines personnes, il y a eu un peu de la clémence. Parce que moi, j'ai suivi le procès aussi bien dans la salle, parce que j'y allais de temps en temps. J'ai suivi aussi les reportages de vous, les médias. Et il y a certaines personnes, la culpabilité était établie. Qu'on demande des sursis pour ces gens-là. Bon, mais c'est la justice. Et moi, j'accepte la justice. Maintenant, on attend les verdicts. Après les réquisitions, c'est les verdicts et on va mettre fin à ça. D'abord la défense, bien sûr. Voilà, il y a la défense qui va certainement... Alors, pour finir, M. Sankara, juste un mot sur la CAN. A-t-on été trop dur avec les étalons après cette 4e place et après la défaite? Oui, on a été trop dur. Moi, je pense on a trop accablé les enfants là pour rien.
Vous voyez, bon, des gens qui sont allés, en partant là-bas, hein, on ne savait même pas qu'on allait passer au premier tour. Moi, en tout cas, voilà. Et après, on arrive en demi-finale, un match de classement. Bon, sur un match ou deux, il y a eu des erreurs, les enfants ont fait des erreurs, le coach certainement en a fait, il a même reconnu. Bon, voilà, et on a tout oublié, tout ce qu'ils ont fait de nous, tout ce qu'ils nous ont fait rêver. Non, on a oublié ça, on a accablé, et de façon individuelle. Moi j'étais d'accord qu'on accable, qu'on dise l'équipe, vous avez failli. Mais quand vous choisissez des gens pour accabler le gardien, par exemple, les gardiens, Baba Youre, le pauvre. Bon, tu rentres à quelques minutes, il n'a même pas eu le temps de toucher un ballon, on dit que c'est les tirs au but, les pénaltys. Bon, malheureusement, des pénaltys, c'est comme ça. Hein. Et même Antoine Bell ou Nkono rataient des pénaltys. Bon, on met le petit, enfin, la vindicte populaire sur les réseaux sociaux. Même chose pour Bertrand. Non, je crois qu'on a été excessif. Et moi, j'ai beaucoup apprécié l'attitude de l'entraîneur, qui a humblement dit, il pourrait ne pas demander pardon, parce que pour moi, il n'a pas fait de faute. Non. Si nous tous là, si vous et moi, on nous demande, depuis qu'on est né là, qu'est-ce qu'on a fait pour que le Burkina soit reconnu une 4e place dans notre travail? Est-ce qu'on est possible d'exhiber quelque chose? Mais maintenant, parce que c'est du football ou c'est du sport, on exige aux autres ce que nous-mêmes, on ne peut pas faire. Mais il a demandé pardon, c'est très humble. Bertrand, je l'ai écouté aussi, on l'accable, mais je n'ai pas trouvé quelque chose de mal à ce qu'il a dit. Il a même aussi demandé pardon. Il a dit, il reconnaît, il accepte les critiques, mais lui, il est un professionnel. Il ne peut pas plaire à tout le monde avant de bien jouer. Donc, focus 2023 alors. 2023, mais je saisis cette occasion pour dire qu'il faut de la stabilité. Autant il faut de la stabilité sur le plan politique pour qu'on mène bien le développement, autant il faut de la stabilité aussi sur le plan sportif. Malo doit rester à sa place. Pour moi, Malo doit rester. Okay. Et en 2023, je vous assure qu'il nous ramènera la coupe ici. Merci M. Sankara, merci d'être passé sur l'émission, le plateau de l'émission Sur la Brèche. On rappelle, Madame, Monsieur l'invité ce soir, eh bien, M. Alexandre Sankara, ancien député à l'Assemblée nationale, vice-président du PUR Progressiste Uni pour le renouveau, inspecteur des impôts, spécialiste des questions de fiscalité. Merci à vous qui nous avez suivis. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission.